de la diaspora. Écho de la diaspora. Écho de la diaspora. Écho de la diaspora. Comment pouvons-nous trahir cette capacité d'appréhension et devenir nuls sur la place de Paris? Briller par c'est-à-dire nous sommes surpris en flagrant délit d'incompétence intellectuelle et même culturelle sur la place de Paris. Est-ce qu'on peut accepter ça? C'est ce que je condamne. Mais nous avons tous été étudiants. Est-ce que nous sommes comportés comme ça? Quels sont les étudiants aujourd'hui qui sont en France? Pas seulement à Paris, mais en Europe. Ils sont comme ces étudiants. Que font-ils? Que disent-ils? Alors il faut quand même se poser la question. Regardez l'actualité politique aujourd'hui. Comment voulez-vous les intellectuels congolais en Europe ne puissent pas donner le véritable son de cloche qui se passe dans leur pays? Ils ont pris parti sur les débats politiques, c'est bien, c'est leur droit, mais de grâce qu'on dise la vérité. Si un candidat est élu, on dit qu'il est élu. Si vous pensez qu'il a été battu, vous amenez les preuves de ce qu'il a été battu. On ne peut pas de la rue vous dire un tel a perdu l'élection et vous n'apportez pas des preuves à cela. Mon métier de jeune me dit, quand on dit, on apporte des preuves. Ce sont les preuves qui font de vous un homme crédible, d'une crédibilité indéniable. C'est ça un homme. Aujourd'hui, vous critiquez cette diaspora, mais comment expliquez-vous la prise d'opposition de l'Union européenne qui semble prendre parti pour cette diaspora? Mais l'Union européenne, j'ai dit ça ici avant d'aller à Paris. Évidemment, quand vous dites on lance des pierres sur ma personne, parce que je prends à bord le corps ce débat franc. J'aime aller à l'affrontement de ces débats. Parce qu'un intellectuel, c'est pas nul. Quand vous avez appris à l'école, montrez où vous avez appris. Ne fouillez aucun débat. J'ai posé sur ce même plateau le débat sur l'Union européenne. Oui. L'Union européenne a voulu observer l'élection au Congo-Brazzaville. Observateur, on peut le dire. Parlons comme ça. Mais quand on est observateur, l'observation n'appelle pas une décision. C'est une simple observation. Vous observez pour dire l'élection est crédible et non crédible. Et quand vous avez de nouveau votre jugement de valeur n'a pas d'impact sur l'élection présidentielle au Congo. L'Union européenne a pensé qu'elle ne peut pas assister à cette élection, que les jeux sont faussés d'avance. Elle s'est retirée. Oui. Elle peut se retirer, tant pis. Le peuple congolais souverain, les 4 millions de Congolais veulent une élection pour changer le pouvoir, pour mettre les nouvelles instances en place. Que l'Union européenne s'allie ou pas, le chien aboie, la caravane passe, oui, l'Union européenne peut dormir de son petit sommeil et les Congolais continuent avec leur élection. Oui, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui on parle de la mondialisation, le monde est devenu un village planétaire et que dans une grande institution comme l'Union européenne refuse de participer aux élections au Congo, d'être observateur? Vous ne pensez pas que c'est déplorable quand même pour l'image de notre pays? Bien. La mondialisation, la globalisation n'exclut pas, n'aliène pas, ne saborde pas l'indépendance des États. La mondialisation, la globalisation, c'est que les cultures mondiales devaient être mises en bloc, devenir un gros village. Mais chaque culture a sa spécificité. Chaque État a sa spécificité. L'indépendance d'un État ne s'aliène pas dans une mondialisation, une globalisation. La France ne peut pas aliéner son indépendance parce que le Congo aura dit « Nous ne voulons plus voir Hollande à la tête de la France ». C'est une injonction dangereuse et même qui n'a pas de précédent. L'Union ne peut pas dire que les Congolais n'ont pas le droit de faire leur élection. En ce moment, la mondialisation, la globalisation change de veste. Elle devient une veste de néocolonialisme à rebours, ce qui est malheureux. C'est ça l'intellectuel, mademoiselle. Mondialisation, globalisation, ne pas dire aller à la volonté des États. Le Congo fait une élection, c'est une question d'indépendance nationale. C'est une question qui appelle l'intellectuel congolais, qui appelle la population congolaise, qui n'a rien à voir, j'insiste et je persiste, je signe, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Elle peut dormir de son sommeil et rester là où elle est. Il fut un temps que le Congo se vantait d'être bon élève en matière de droit international. On avait ratifié toutes les conventions. Oui. On était bon élève, on était fiers de le dire. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que le Congo est devenu un mauvais élève? Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous pensez que la position de l'Union européenne peut faire que le Congo ne soit plus le bon élève? Mais l'Union européenne, ce n'est pas le monde. Vous avez demandé le point de vue de l'Amérique, le point de vue de l'Asie. Mais l'Union européenne, c'est comme l'Union africaine. C'est-à-dire c'est les États d'Europe qui sont en union, comme les États africains sont l'Union africaine. Si l'Union africaine dit nous ne voulons plus voir Angela Merkel, c'est un 6e mandat en Allemagne. Vous pensez que les Allemands vont vous regarder avec quelle tête? Les Africains sont en train de rigoler, ils se moquent de vous, ils passent. Le chien aboie, la caravane passe, les Africains peuvent aboyer. Les Allemands feront leur élection royalement. C'est comme l'Union européenne peut parler du Congo. Vous pensez que les 4 millions de Congolais ne vont pas élire leur chef d'État parce qu'il y a une Union européenne, quelque part, parce que c'était un ensemble des Européens assis dans leur fauteuil climatisé, compris par les réalités du Congo, et qui se mettent à dire que les chrétiens est perdu d'avance? Qu'est-ce qui leur a dit ça?
Vous n'avez pas fait l'enquête, ils n'ont pas regardé la chose, ils jugent déjà avant. Et des intellectuels comme nous, j'ai dit bien comme nous, on va laisser passer ça sous silence, mademoiselle. Les Congolais ont encore des cadres dans ce pays qui peuvent parler, défendre la nation, mademoiselle. Mais on a l'impression, ou certains observateurs pensent que aujourd'hui, les intellectuels congolais sont décrochés de la population, notamment de la jeunesse. Mademoiselle, je crois qu'il y a un fait important. Il y a un fait important pour lequel nous devons essayer un peu de comprendre la position de ce qu'on appelle cette jeunesse, de ce qu'on appelle la population, ce qu'on appelle le peuple, les intellectuels. Mais qui vous dit que ceux qui font la politique sont forcément des intellectuels? Quand je parle d'intellectuels, c'est ce qui a appris. Vous avez parlé de vous. Oui, ceux qui ont appris. Oui. C'est-à-dire, appris, quand on apprend, on fait l'effort d'être crédible, mademoiselle. Moi, quand je vous le dis, pourquoi? Parce que vous pensez que vous êtes crédible? Non, j'ai dit on fait l'effort d'être crédible. Je n'ai pas dit que je suis crédible. Ce n'est pas moi qui me juge. Laissez les autres vous juger. Si je viens dans un débat et que j'apporte une certaine lumière au public de dire qu'il n'est pas crédible. Le jugement, c'est le public qui le donne. Quand je dis crédible, c'est quoi? J'entends des choses sur des plateaux qui m'étonnent et qui sont dites ces choses-là par des intellectuels congolais. Et je suis très désolé. Prenez un exemple. J'étais à Paris, les événements du 4 avril. J'ai eu très mal au cœur. Voir des Congolais avec des baluchons sur la tête. Ces Congolais qui courent des quartiers sont venus vers le quartier nord. Qu'est-ce qui se passe? Non. Il y a un certain Tomi qui a mis les ninjas dans la rue et qui est venu attaquer les postes de sécurité, qui a brûlé les mairies. Et les gens sont arrêtés. Ben, ils sont passés aux aveux. Mais j'écoute un intellectuel, docteur en philosophie, qui dit c'est une manipulation du pouvoir. Et c'est une manipulation du pouvoir. Un pouvoir qui a gagné une élection, qui est en train de préparer une prestation de serment. Vous êtes professeur d'université, vous avez été le conseiller, vous avez été le ministre de la Défense, vous avez été secrétaire général de la présidence. Vous regardez dans la glace. Vous pensez que cet argument n'est pas fondé? Est-ce que vous regardez dans la glace? Vous regardez la glace pour dire que ça là, c'est le pouvoir qui est en train de manipuler. Vous moquez des gens qui sont morts à Bakongo. Vous moquez de ses parents pour dire que toi, ton enfant, c'est pas un tel qui a tué, c'est un tel. Vous enlevez aux parents qui pleurent son enfant la vérité de la mort de son enfant. Vous l'affectez à quelqu'un d'autre. Non seulement que le 4 mars, vous avez dit que non, c'était un petit incident qui n'a fait que 2 blessés, 3 blessés. Et là, on vous a supprimé en flagrant délit de mensonge public. Vous revenez cette fois pour dire, non, là encore, c'est le pouvoir qui manipule les gens. Attends, est-ce que vous regardez dans la glace? Ça fait 2 fois vous poser des énormités de haute facture sur la place publique. Et vous êtes docteur en philosophie. Vous vous appelez intellectuel, mademoiselle. Oh, il faut qu'on ait honte de nos diplômes. Il faut qu'on ait honte de notre tête. Vous avez été ministre de la Défense, conseiller du chef de l'État, secrétaire général de la présidence. Et vous parlez comme ça? La guerre les événements de 4 mars, ça vous a rien dit? Vous avez empilé, là, vous avez perdu votre fonction parce que vous avez minimisé les événements. Et ce qui vient de se passer le 4 avril, c'est toujours les 4 chez vous. C'est une date qui est fatale pour vous, le 4. Le 4 avril, cette fois-ci, vous dites non. Non, pour ce monsieur. Ce monsieur, le 4 avril, cette fois-ci, non. C'est le pouvoir qui est en train de manigancer. Est-ce que vous en faites un problème personnel? Mais non, j'en fais un problème d'élite intellectuelle, mademoiselle. Un pays a de la valeur par ses fils. Et ces fils ont été à l'école, ont appris, c'est pour rendre des services à la nation. Vous ne pouvez pas être là, du haut de votre doctorat en philosophie, et débiter des énormités qui déshonorent la République. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'inquiéter de ça? Parce que vous vous appelez opposant, et parce que vous êtes de l'opposition, et vous trichez comme ça. J'ai dit, mais vous êtes surpris en flagrant délit de mensonge public. Vous êtes fiers de vous? Et vous dites, là, je suis moi, monsieur un tel ministre de la Défense dans ce pays. Je vous ai dit que je plains les collaborateurs du chef de l'État. On a vu les médias. Je plains les collaborateurs du chef de l'État, mademoiselle, c'est très important. J'ai pitié du président Sassou, pourquoi? Comment a-t-il fait pour prendre des collaborateurs qui aujourd'hui ne sont plus sérieux? Mais quand on parle de Kombi Salissa, c'est quand même le ministre de Sassou qui aujourd'hui suis les entités, ceux qui vilipendent de Sassou. Quand je parle de Boao, c'est quand même le ministre de la Défense de Sassou. Alors nous sommes dans quel pays là? Est-ce que le Sassou peut avoir des collaborateurs qui deviennent vraiment de véritables traîtres à son ouvrage? Quand il a servi un homme, soyez loyal jusqu'à la fin. Est-ce que vous pouvez justifier cela? Aujourd'hui, Kolela, Kolela était ministre de Sassou. Il a reconnu la victoire de Sassou. Aujourd'hui, Tchatchi Mabiala a reconnu la victoire de Sassou. Alors vous avez des ministres comme ça? Et quand je dis je plains le président parce qu'il a acheté des collaborateurs qui sont des traîtres aujourd'hui. Vous ne pensez pas qu'en démocratie, on peut changer? Ce n'est pas une religion. On n'entre pas en politique comme on rentre dans une religion pour dire que même si les points de vue ont évolué, on ne peut pas changer de camp. S'ils choisissent de devenir des frondeurs ou encore des fustiges, ça dépendra de votre... Mademoiselle, changez de camp dans votre navire, vous restez sur le navire. Je ne vois pas, je vous donne un exemple simple, vous êtes assez cultivé, je ne vois pas
un Marie Le Pen avec ses militants, un militant qui fait Flandre et qui se retrouve chez Hollande. Je ne vois pas un militant du Sarkozy qui fait Flandre qui se retrouve chez Marie Le Pen. L'idéologie vous conditionne votre genre. Si je suis de la gauche, je reste à la gauche tout en étant fondeur à la gauche. Ça aussi, c'est tout autre chose. Voilà, non, mais parce que au Congo, on demande c'est quoi l'idéologie. Si on voit les deux grands partis politiques au Congo, l'UPADES et sociodémocrate, le Parti congolais du travail aussi se dit être sociodémocrate. Donc là aussi, c'est tout autre chose. Oui, mais si vous dites c'est tout autre chose, mademoiselle, avant d'aller dans un parti politique, vous avez lu comme était du parti politique. Vous comprenez l'idéologie de ce parti politique. Vous partez de cette idéologie. Mais le parti politique repose sur une idéologie. Mais à partir de quel moment vous décidez de vous retrouver dans une idéologie qui n'est même pas la vôtre? Je vous ai pris le cas de Marie Le Pen, c'est pour dire quoi? Nous voulons regarder la France comme un pays en exemple. Mais prenez cet exemple, mettons-le chez nous. Si chez nous, il y a des partis de gauche, de droite, bref, qu'importe les partis, mais chaque parti a son idéologie. Vous vous retrouvez comme vous dormez musulman, vous rebellez demain chrétien. Vous imaginez ça? On dort chrétien, on se remet demain musulman. Mais c'est une acrobatie intellectuelle, spirituelle de haute voltige qui n'a pas d'égal. Mais s'ils ne veulent plus de la course aux égaux, s'ils ne veulent plus de la course aux égaux, ils veulent construire leur pays. Je dis ceci, mademoiselle. Si moi je suis à la majorité et que je constate que mon point de vue n'est plus le même, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Si je prends un exemple, on a eu une loi électorale dans ce pays, j'étais dans mon côté à la majorité, je me suis opposé à cette loi. Pour moi, c'est la loi, excusez-moi, c'est la loi électorale la plus mauvaise qui soit. Oui. Mais comme elle était votée dans notre camp, la majorité a triomphé, je me suis rangé du côté de ça parce que la démocratie, c'est aussi accepter la dictature de la majorité. Si tu es minoritaire, accepte que la majorité gouverne. Si je suis au combi, je m'entends avec le président Sassou, je reste dans le navire tout en disant l'idéologie qu'on a menée là ne me satisfait pas, mais je reste dans le navire. Je peux être candidat en tant qu'indépendant, mais je peux être l'adversaire, je me mets à tirer à brûler sur Sassou parce que pour moi, j'ai servi cet homme-là. Si je suis moi ministre qui s'appelle Mila Ducon-Boao, je fais défection, on a un problème, je reste là dans ce parti du travail, je continue à lutter là-dedans jusqu'à ce que mes idées triomphent. Mais je ne peux pas comme ça me réveiller, moi, je suis musulman, je me réveille, mais je vais péter. Les médias internationaux qui accordent beaucoup d'importance à ces opposants, même si vous marchez sur leur réputation en disant des choses et tous les médias internationaux accordent beaucoup d'importance à ces personnalités, à ces grandes personnalités, disons-le comme ça. Mais je peux vous dire avec beaucoup de regrets, d'amertume et de déception, que la position des médias internationaux aujourd'hui commence à inquiéter, à étonner, vraiment à décevoir. J'ai fait ce métier, je l'ai appris, sorti des universités. Il nous est dit pour principe de base dans ce métier que vous apprenez bien, que vous exercez avec maestrat, l'information est sacrée, le commentaire est libre. Mais quand vous écoutez RFI, vous écoutez France 24, vous écoutez TV5, cette notion sacrée de la profession qui met la sacralité de l'information face à la liberté du commentaire est battue en brèche. Mais RFI, France 24 et TV5 ne s'accrochent qu'au ragot raconté par certains citoyens qui se disent congolais. Je dis qui se dit parce que si on aime son pays, on ne fait pas comme ça, et qui raconte n'importe quoi, et qui ne viennent pas vérifier. Un média sérieux, un journaliste sérieux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son billet, il débarque sur le terrain, il fait l'investigation, il cherche l'information, il la diffuse. C'est ce qu'ils ont fait pendant je n'ai pas vu RFI à Brazzaville, je n'ai pas vu France 24 à Brazzaville, je n'ai pas vu TV5 à Brazzaville. S'ils avaient été là, ils auraient pu se contenter de ce qu'ils avaient vu pour le dire. Parce qu'on ne peut pas dire comme RFI le dit, avec, non, à haute et intelligible, il dit aussi que ça se passe comme ça au Congo. Je suis désolé, mademoiselle. Ce métier, on l'a appris. Quand vous êtes journaliste au Congo, si vous êtes journaliste en France. Quand vous êtes pilote au Congo, si vous êtes pilote en France. Quand vous êtes médecin au Congo, vous êtes médecin en France. Les normes sont universelles. D'accord. Je suis désolé. Est-ce que vous n'êtes pas aveuglé par votre fanatisme, finalement? Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes sassouiste que vous raisonnez comme ça? Vous aurez pu dire la profession que vous êtes en train d'exercer, dit vrai. Ma phrase est oui, vous aurez pu dire, dit vrai. Mais comme je vous envoie cette interrogation, dit oui, l'interrogation se dit, c'est vrai, vous avez dit vrai que l'information c'est que le commentaire est libre. Et quand on écoute RFI, la sacralité de l'information et la liberté de commentaire ne sont plus respectées. On apprend ça à l'école. Je peux enseigner ce journaliste à ces journalistes chevronnés qui habitent la France. Mais c'est là-bas que j'ai appris, ma chère.
cher. Ils le savent bien. Ils ont triché avec la profession, ils ont fauté. C'était malheureux. La France est descendue bas, plus bas que terre par sa presse. La presse a fait ramper la France par terre. C'est la honte de la France. C'est la honte de la France que d'avoir une presse comme ça. Qui sait plus faire l'investigation, qui sait plus faire le reportage, qui sait plus aller sur le terrain pour chercher l'information et pour dire la bonne information. Le Congo n'a pas fermé ses portes. Monsieur Aziz Dominique de Marcel, selon vous, qu'est-ce que la France ou la presse française gagnerait en faisant ou en donnant la voix aux opposants? C'est simple. Mais on ne vous a pas dit que les Français ont leur... Mais les Français ont toujours leur candidat, non? Quand il y a une élection en Afrique. Vous voulez qu'on fasse... Vous savez que les Français sont leurs candidats. On appelle candidat de l'Élysée, candidat de l'Union européenne. C'est comme si quand on fait une élection en Europe, l'Afrique dit, bon, nous avons un candidat en France. Et c'était qui c'est? Est-ce que c'est normal? Je n'ai pas besoin de le révéler. La France ou l'Union européenne se retrouve dans mes propos. Je suis obligé de le révéler. La France a toujours un candidat quand il y a une élection en Afrique. C'est le néocolonialisme. La colonisation sort par la porte et rentre par la fenêtre. C'est pas normal. C'est une élection africaine avec des candidats africains. Et la France n'a pas à s'émisser. Voilà pourquoi quand la France, ses intérêts ne sont pas ménagés, elle donne la parole à l'opposition pour taper sur le pouvoir. Je suis désolé. Vous pensez pendant 30 ans dans ce pays, ça se fait de mauvaises choses? Aucune petite ligne de vérité, de crédibilité, d'honorabilité de la personnalité de Sassou? On constate qu'au Congo... Est-ce que vous êtes sérieux? On constate qu'au Congo, les opposants et ceux de la majorité accusent la France mutuellement parce que sur les réseaux sociaux, on constate qu'il y a aussi des opposants qui disent que la France a soutenu le président Denis Sassou Nguesso. Mais il faut bien qu'il ait cette liberté. Chacun dit ce qu'il pense, mais il faut bien apporter vos preuves. Je vous parle bien des récits. Mais je vous donne les preuves simples. Dites-moi, est-ce que vous avez regardé l'image Sassou dégage sur les réseaux sociaux? C'était une erreur. Vous appelez ça une erreur fatale. Fatale qui a coûté votre profession et votre crédibilité. Si c'est une erreur est une faute, mademoiselle. Je vous dis, une erreur est une faute. Vous n'avez pas dit j'ai fait, mais c'est une erreur, mais c'est une faute qui est comptabilisée négativement pour vous. Vous prenez une image du Burkina Faso où on met comparé dégage, vous mettez Sassou dégage. Et quand on va sur les réseaux sociaux, on a la même image, les mêmes personnages, le même arrière-plan que vous avez peint sur le Congo. Tricherie à haute voltige. RFI, la honte d'une nation. La radio mondiale devient le mensonge mondial. RFI. Vous êtes fiers de ça? Il faut qu'on soit sérieux, mademoiselle. Et c'est ça que j'appelle, moi, des preuves. Vous défendez, vous tombez sur le cas de France 24, qui vous dit, ben Sassou au pouvoir depuis 25 ans, le peuple n'en veut plus. Est-ce qu'il a sillonné le Congo, il a vu que le peuple ne mène plus le président Sassou? Il a suivi le président Sassou pour dire, voilà la preuve, quand on le dit, on montre la population qui, en masse, boude le président. Monsieur Aziz Dominique de Marcel, il faut qu'on soit sérieux. Pourquoi on constate que chez vous, il y a cette sacralisation de la personnalité du président Denis Sassou Nguesso? On a l'impression qu'il est intouchable chez vous. Une fois que sur les réseaux sociaux, on le critique, vous courez vite pour venir à la chaîne nationale pour démentir. Si vous êtes en France, là vous êtes en France, vous êtes revenu rapidement. Pourquoi il y a cette sacralisation de cette personnalité publique? La vie, c'est un choix, mademoiselle. Vous pouvez choisir de défendre Mokoko, vous pouvez choisir de défendre Kolela, vous pouvez choisir de défendre Okombi Salissa. C'est un choix. Moi, je participe à l'élévation, au développement, à la crédibilisation de mon pays. Et je pense que sur les acteurs politiques qui sont en face de moi, Sassou est l'un des meilleurs, sinon le meilleur, qui peut encore faire des grandes choses. Et c'est en cela seulement que je me mets à défendre son action. Et je pense que cet homme-là, j'insiste, cet homme-là a encore du ressort à donner à ce pays. Cet homme-là a encore des choses à donner à ce pays. Donc, on peut capitaliser et son côté négatif, le côté positif. Un homme n'est pas que fait du bien. C'est même trop dangereux de n'être que bien. On peut dire, voilà le côté négatif de Sassou, voilà le côté positif. Et pour ce côté positif, il est assez grand parce que ce monsieur a beaucoup développé ce pays. Je suis désolé. Et puis, je n'ai jamais vu un chef d'État. Vous prenez de Massambada jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas un chef d'État qui a mis du tout au pouvoir comme Sassou et qui a fait mieux que Sassou. J'ai eu un mandat, celui de Pascal Lissouba, 5 ans durant, mademoiselle, dans ce pays. J'ai toujours dit, et je le répète à haute intime, on peut m'écouter, Lissouba a fait 5 ans dans ce pays. Même pas un petit édifice, même pas une petite structure de développement mise en place. 50 trésors publics à son actif. Rien, aucune réalisation dans ce pays, même dans sa propre petite région. Mais ce qu'il a plutôt brillé par l'emprisonnement des journalistes. Je suis parti en prison pour 1 mois, je suis reparti encore en prison pour 6 mois. Ça s'appelle liberté d'expression sur le mandat de Lissouba. Est-ce que vous avez gardé rancune? Mais j'ai gardé rendu une fonction, d'une présidence médiocre. Il n'y a pas plus médiocre que la présidence de Lissouba. Vous faites 5 ans au pouvoir, vous ne construisez rien dans le pays, vous brillez par l'emprisonnement des journalistes et des opposants politiques. On ne peut pas bâtir un pays sur la rancune. Je ne dis pas que je bâtis sur la rancune, mais on n'oublie pas. L'oubli, il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Vous ne pensez pas que c'est la culture des excuses? Non, il ne faut pas oublier.
On peut pardonner, mais on n'oublie pas. On n'oublie pas que sous le règne de Lissouba, Pour finir cette émission, sous le règne de Lissouba, c'était la dictature à outrance. D'accord. Notre dernière question. On constate qu'aujourd'hui, il y a du tribalisme, du régionalisme, surtout sur les réseaux sociaux. Vous êtes de la majorité, donc c'est vous qui êtes aux affaires. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez encore suscité ces vieux démons qui dormaient? Mais qui suscite? Qui est en train de tribaliser le pays? Mais c'est ceux qui ont besoin de tribaliser le pays. Vous avez déjà vu quelqu'un de la majorité vous dire que le Sud ne nous appartient pas, le Nord ne nous appartient pas? Mais lisez sur les réseaux sociaux. Mais quand quelqu'un vous dit sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est lamentable. À Brazzaville Nord, il fait beau. À Brazzaville Sud, c'est malheureux. Entre Brazzaville Nord et Brazzaville Sud, le jour et la nuit. Celui qui écrit ça là. Mais vous pensez que c'est vrai? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé mieux à Brazzaville Nord qu'il se trouve à Brazzaville Sud? Vous pouvez me le démontrer? Vous pouvez me dire que le président Sassou a tort d'avoir aussi bien développé Kinkala, de faire de Kinkala une belle ville aujourd'hui? Ce n'est pas une ville du sud du pays. Vous allez me dire que c'est mal fait d'avoir développé tout cet arrière-pays. Que Sibiti aujourd'hui fait bien vivre, que la Boenzo aujourd'hui a sa municipalisation, que le Niari est bien développé, qu'une route Brazzaville-Pointe-Noire relie aujourd'hui des enclaves le sud du pays. C'est mal fait. Vous reprochez ça au président Sassou? Est-ce qu'on peut pas vous reprocher ça? Est-ce qu'on peut pas reprocher à la majorité de ne pas avoir mis des programmes pour pouvoir éradiquer ce fléau, donc le tribalisme qui a fait autant de mal à notre pays? Dites-moi, il est né aujourd'hui. Si le tribalisme existe, c'est qu'il existe depuis. Dites-moi, vous dites que non, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de problème à tous les chefs d'État qui sont venus au pouvoir qui n'ont pas tué le tribalisme? Si vous dites ça, je vous comprends. Ne parlez pas de majorité, mademoiselle. Ce n'est pas un épiphénomène. Ce n'est pas une génération spontanée, le tribalisme. Il existe depuis que le pays existe. Il y a toujours cette histoire de tribalisme. Il faut plutôt dire, les hommes politiques devraient rimer dans le sens de vaincre le tribalisme. Ne dites pas la majorité. Mais que vous dites que pendant l'Issouba, il n'y avait pas la majorité de l'opposition. Mais que vous dites pendant Ngouabi, il n'y a pas la majorité de l'opposition. Ce n'est pas ce problème, Dominique de Mercel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, voilà, je pense que vous êtes habitués à cette atmosphère. Nous vous remercions de votre aimable attention et merci. À très bientôt. Écho de la diaspora, écho de la diaspora, écho de la diaspora.